temps d'un être humain, 1965 à 2010, et je ne suis pas le plus âgé dans cette pièce, je ne suis pas non plus le plus jeune. Mais donc, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que nous avons connu tous ensemble une dernière partie du XXe siècle qui, véritablement, est une partie qui doit être placée dans une perspective historique plus large pour se dire, attention, ce que nous avons connu est quelque chose qui est, en fait, à l'échelle humaine, à l'échelle du globe, qui est assez largement non testé. Et plus vous vous rapprochez, plus vous voyez les évolutions récentes, plus vous devez vous dire et garder cela à l'esprit. Nous avons connu des temps sur lesquels nous sommes en train d'expérimenter un certain nombre de dimensions, mais que nous ne pouvons pas tenir pour acquises. Je vous donne quelques chiffres, pas pour vous inonder de chiffres, mais simplement pour vous replacer cette idée dans son contexte. La fameuse question des subprimes, le mot que nous avons commencé à découvrir, ou que le grand public a commencé à découvrir en 2007, était en fait un concept largement inconnu en 1995. On a commencé à avoir les premiers crédits hypothécaires à des clients de qualité plus médiocre entre 1995 et 2000. On avait, je pense, un petit milliard de crédits subprime émis en l'an 2000. Le montant total qui a été infiltré dans le système était de l'ordre de 200 000 milliards de dollars en 2010, c'est-à-dire à peine 10 ans plus tard. Donc revoyons un petit peu la progression rapide de ce genre d'instruments. Sur les dérivés de crédit, c'est-à-dire ces instruments qui permettent de couper le risque en petits morceaux et de le saucissonner dans l'univers bancaire, nous sommes passés de virtuellement zéro en 1998 à un montant outstanding de 135 000 milliards de dollars en 2007, dont la moitié environ représente des credit default swaps, qui étaient des instruments inconnus il y a 8 ans. Donc nous vivons dans un monde dans lequel nous nous sommes acheminés pendant, et je prends la naissance du Christ comme point de départ, il faut bien prendre un point de départ, avant ça vous pouvez remonter aux Mésopotamiens et aux Égyptiens, dans lequel nous avons cheminé à notre guise jusqu'en 1900, jusqu'en 1950, et puis nous avons toutes les dimensions qui ont commencé à véritablement exploser sur les 50 dernières années, sur les 25 dernières années, et dans certains cas sur les 10 ou 15 dernières années. Rappelez-vous, le XXe siècle est aussi le moment où nous avons eu pendant tout ce siècle, qui a été un siècle extraordinaire, avec 2 guerres mondiales, 14-18, 40-45, un phénomène entier de colonisation par l'Europe occidentale et de décolonisation, un siècle extraordinaire de progrès technologiques en sciences humaines, en civilisation, en médecine, en moyens de transport. Nous avons connu un véritable éclatement du monde qui a connu véritablement son apogée dans la deuxième partie du XXe siècle. C'est aussi un siècle qui a été rythmé fondamentalement par l'affrontement de 2 idéologies qui se sont un peu contenues. C'était en gros le libéralisme, le capitalisme d'un côté, et puis d'un autre côté l'idéologie collectiviste, l'idéologie communiste de l'autre. Et puis tout d'un coup, cette espèce d'équilibre qui a rythmé quand même toute l'histoire du monde moderne, en tout cas toute l'histoire du XXe siècle, avec la chute du mur de Berlin en 89, s'est effondré et on a eu un système qui a pris le dessus. C'était le système de la globalisation, de la dérégulation, de la libre concurrence, du libre marché, du libre-échange. Et on est parti, je dirais comme en 40, joyeusement, dans un phénomène, je dirais, d'euphorie collective, probablement à l'échelle d'une planète. En als wij terugkomen naar de titel van mijn kleine spreekbeeld van vanavond, u zult begrijpen dat financiën en stabiliteit moet in zo'n historisch perspectief geplaatst worden om goed te beseffen dat wat wij nu meemaken zijn eigenlijk de eerste symptomen van een systeem, van een wereldwijd systeem dat fundamenteel niet getest is geweest en die vandaag de dag zijn echte limieten aan het tonen is. We hebben gesproken, herinnert u nog, in de eerste fase van de crisis, in 2007, van de subprime-crisis. Dan was dat een eerste bad case of de liquiditeitscrisis in september, oktober 2007. Dan was het een bankaire crisis met het falen van Bear Stearns en de aankoop door JP Morgan. Het faillissement van Lehman Brothers in september 2008. Dan een zeer zware, zeer snelle en eigenlijk zeer beangstigende liquiditeitscrisis die de hele bankwereld heeft aangetast in september, oktober 2008. Maar het is niet het einde van de manifestatie van deze crisis. Het was misschien een subprime-crisis, dan een bankaire crisis. Nu is dat een staatscrisis, een soevereine crisis, een eurocrisis. Waar zal het stoppen? En wat zijn de elementen die maken dat wij denken vandaag dat wij controle hebben over het systeem waarin we leven?
Je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde, et lorsque vous êtes à l'intérieur du monde financier, vous le réalisez, et vous le réalisez certainement depuis la crise de 2007-2008, dans lequel nous sommes arrivés à une instantanéité de communication, une instantanéité des mouvements financiers, une instantanéité des réactions de tous les acteurs du marché, et un système financier, juridique et réglementaire qui a réussi, en un minimum de temps, à trouver tous les trucs et ficelles pour que tout le monde réagisse de la même façon en même temps. C'est quelque chose qui est assez intéressant à voir et dont on a vu les premières manifestations au moment de la crise bancaire. En fait, la crise bancaire de 2008, la crise de liquidité que nous avons connue en septembre 2008, était la première manifestation de ce qui est en train aujourd'hui d'arriver sur les États souverains. On a vu un certain nombre d'éléments de marché qui posaient potentiellement problème. On a vu un certain nombre d'inquiétudes de marché qui se manifestaient. Le jeu combiné des agences de notation qui, après avoir donné des notations AAA à la terre entière pendant 10 ans, ont commencé à dégrader à la baisse. Tiens, on observe la même chose aujourd'hui sur les États souverains. Le jeu des normes comptables qui, à partir du moment où un certain nombre de valorisations baissent, oblige l'ensemble des acteurs du marché financier en même temps à diminuer ces valorisations. Ce qui veut dire que les investisseurs institutionnels, les fonds communs de placement, les banques, les compagnies d'assurance qui détiennent ces titres sont, qu'ils le veuillent ou non, obligés à un moment donné d'arriver à un seuil de douleur où ils doivent eux-mêmes vendre un certain nombre de titres sur le marché, ce qui bien entendu crée les conditions d'une self-fulfilling prophecy. Chaque fois, à chaque tour de carrousel, les agences de notation repartent donner une couche à la baisse. Vous avez un petit peu de spéculation qui se met dans tout cela, avec des acteurs de marché qui disent « Tiens, c'est amusant, ça descend vite ». On va aller spéculer sur les credit default swap à la hausse, on va faire du short selling à la baisse, ça accentue encore le mouvement. Et puis vous avez des clients qui à un moment donné s'inquiètent, vous avez des contreparties dans le secteur économique qui retirent leur ligne de crédit aux banques. Et donc on a pour la première fois dans l'histoire du monde un run institutionnel sur les banques. Jusqu'à présent, ce sont les déposants qui allaient retirer leurs dépôts au guichet des banques. Ils le faisaient à pied, ça prenait un peu de temps, il fallait des photos dans les journaux. Aujourd'hui, c'est avec l'instantanéité de la communication, l'ensemble du monde de la monnaie institutionnelle qui, en l'espace de quelques jours, en l'espace de quelques semaines, a failli mettre l'ensemble du système bancaire mondial par terre. Et donc, ça n'est pas par plaisir que les États sont intervenus. Les États sont intervenus, et il faut d'ailleurs saluer la vigilance et la détermination des gouvernements anglais, allemands et malgré que je dois le dire français, pour pouvoir à un moment donné arrêter la chute de domino et dire attention, on doit stabiliser le système. Et donc on s'est dit à l'époque, oulala, on est passé à côté de quelque chose de relativement grave d'un point de vue stabilité, d'un point de vue résilience du système. Nous allons aujourd'hui mettre en place un certain nombre de choses qui fera que cela ne se passe jamais plus. Donc on va converger en termes de politique économique, on va essayer de trouver un certain nombre de trucs et ficelles pour adapter le système en matière de régulation dans le monde financier. Et puis le monde a suivi un petit peu son cours et on s'est dit bon, on aura bien le temps. Et puis les lobbies ont commencé à montrer leur vraie nature, sont venus intervenir auprès des gouvernements. Et puis les choses, finalement, chacun a regardé un petit peu les intérêts à partir de son point de vue national. Et on a laissé passer du temps entre septembre 2008, janvier 2009, septembre 2009. Et puis on s'est aperçu qu'en fait, on avait d'autres problèmes. L'autre problème, c'est que au même moment, sur la même période historiquement courte, en fait, nous avons connu une croissance, évidemment, du commerce mondial, évidemment de l'économie, bien entendu du niveau de vie et de bien-être de nos populations. Mais on s'est aperçu que quelque part, cette croissance s'était faite avec un achat qui, dans une certaine mesure, avait été fait à crédit. On s'est aperçu qu'en réalité, l'ensemble des acteurs du système mondial, les particuliers, mais aussi les entreprises dans une moindre mesure, et surtout les États, se retrouvaient en fait en 2010 avec un stock de dettes par lequel ils avaient d'une certaine manière acheté la croissance des 20 ou des 30 dernières années, mais que ce stock de dettes, pour pouvoir être remboursé, présupposait, parce que la dette n'est jamais que l'anticipation d'une croissance future, présupposait de pouvoir relancer la machine économique de manière à pouvoir créer de la valeur qui permettrait de payer intérêt et principal sur cette dette avec des taux de croissance qui étaient, s'est-on rendu compte début 2010, en fait devenus déraisonnables parce qu'en 2007-2008, le poids du monde, le poids de la croissance du monde, avec un clic audible, est parti de zones qui étaient l'Europe, qui étaient les États-Unis, qui avaient fuelé, si je puis dire, ou nourri leur croissance à coups de dette, mais étaient partis dans d'autres régions du monde, vers des marchés comme la Chine, 1,3 milliard d'habitants, comme l'Inde, 1,2 milliard d'habitants, comme la Russie, comme
l'Amérique du Sud et toute une série d'autres zones qui étaient, elles, pour le coup, en véritable croissance et sur lesquelles les populations locales avaient encore un certain nombre de chemins à faire. Et donc les mêmes mécanismes se sont